Bonjour et bienvenue pour votre émission du week-end. Notre invitée est originaire de Clermont-Ferrand. Elle est l'une des rares femmes en France agents de footballeurs internationaux. Elle vient de sortir un livre Touche pas à mon QI dans lequel elle retrace son parcours et elle va nous en parler tout de suite. Bonjour Sonia Swede. Bonjour. On est ravis vraiment de vous accueillir dans les studios de la radio. Donc vous êtes issue d'une famille qui vivait, je crois, à travers le sport. Le foot a toujours été présent dans votre vie? Oui, le football et le sport en général, hein, parce que mon papa est passionné de football. Il est arrivé d'Algérie en France à Clermont-Ferrand à l'âge de 19 ans. Et c'est vrai que c'est grâce au sport aussi qu'il a trouvé sa voie, puisqu'il a débuté en tant que moniteur d'EPS. Et ensuite, il est devenu préparateur physique dans le monde du football professionnel. Et c'est lui qui m'a vraiment inspirée, parce que depuis toute petite, je le suivais pour aller voir certains matchs. Donc j'ai ça en moi, oui. Oui, ça a fait naître cette vocation. Tout à fait. Ouais. En 2003, je crois bien que vous vous présentez à l'élection de Miss Auvergne, que vous remportez. C'était une évidence pour vous d'y participer? Ah, pas du tout. C'est un peu un accident de parcours, mais bon, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où c'est ma monitrice d'auto-école à 18 ans qui me trouvait jolie. Et elle me dit, dans 15 jours, en plus c'était organisé à Chamalières. Ah oui, d'accord. On n'est pas loin là, alors, du lieu. On organise, et organiser l'élection de Miss Auvergne, je te trouve jolie, pourquoi tu participerais pas? Et en fait, je me suis dit, ce serait l'occasion pour ma maman qui m'a jamais vue, parce que jusqu'à 18 ans, j'étais tout le temps en survêtement et basket sportive. J'étais au pôle espoir volleyball à Rion, donc pour moi, j'étais très éloignée de ce monde des paillettes, robes et talons aiguilles. Et en fait, j'ai remporté l'élection de Miss Auvergne et j'ai participé à l'élection de Miss France. Et ça a été une aventure. Je suis sortie complètement de ma zone de confort, un challenge à relever. Ça a été compliqué, mais je regrette pas. Ça vous a apporté au final? Oui, finalement, dans la difficulté, je trouve qu'on apprend beaucoup. Je crois qu'après, vous êtes parti sur Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à la capitale? Alors, en fait, parce que quand j'étais en première année de médecine, quand je suis donc à la faculté de Clermont-Ferrand, quand j'ai été élue Miss Auvergne. Et ça m'a éloignée des bancs de l'université pendant 5 semaines. En première année de médecine, c'était impossible. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Et du coup, j'ai fait une deuxième première année de médecine, mais à la suite de laquelle j'ai pu donc rentrer à l'école de sage-femme. Mais je pense que c'est aussi une vocation. Et après avoir accouché 2 fois aujourd'hui, je peux vous assurer que c'en est une. Donc finalement, j'ai décidé de ne pas devenir sage-femme. Et à 20 ans, 21 ans, je me suis retrouvée sans rien, complètement perdue. D'accord, je suis tombée dans une grande dépression. Et je me suis dit, Clermont-Ferrand, j'ai fait le tour, j'ai besoin d'autre chose. J'ai pris mon sac à dos et j'ai pris le train et je suis montée à Paris. Voilà. Avec, je crois, le cours Florent, non? Oui, c'est ça. Comme j'étais complètement perdue, j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse, en tant qu'un petit peu mannequin cabine, mais parce qu'il fallait bien payer le loyer. Un peu des... Et je me suis inscrite, au cours Florent et d'autres cours d'art dramatique parce que ça me plaisait bien, ce monde-là. Et à travers ce parcours-là, j'ai rencontré, grâce à Miss Paris qui avait participé à l'élection, je raconte tout ça dans mon livre d'ailleurs. Voilà, le destin, les rencontres. C'est elle qui m'a tendu la main et elle m'a dit, écoute, si tu veux, on partage ma chambre de bonne. D'accord, comme ça te fera un pied-à-terre à Paris. Et elle m'a présenté un petit peu tout son réseau, dont une personne qui était apporteur d'affaires dans l'immobilier à Paris. Et grâce à lui, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup négocier. Donc je savais 2 choses à 24 ans, que j'aimais négocier et que j'aimais le sport. Et un jour, en rentrant à Clermont-Ferrand, déjeuner de famille, mon papa me dit oui, je te sens perdue Sonia, t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? Je m'ennuie un peu, je lui dis dans l'immobilier, j'aime négocier papa, j'aime le sport, mais voilà, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Il me dit mais allie tes 2 passions, deviens agent. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Et en fait, c'était assez simple parce qu'aujourd'hui, le métier d'agent, finalement, passer la licence, c'est ouvert à tout le monde. Donc, j'ai envoyé mon CV, un chèque de 200 € à la Fédération française de football et je me suis inscrite pour passer ma licence. Ça, c'était en décembre 2009 et la session, c'était en avril 2010. Donc, il me restait 5 mois pour réviser à fond et essayer d'obtenir cette licence. Mais moi, à cette époque-là, vous pouviez me parler de, je sais pas, biologie moléculaire, cellulaire, anatomie, tout ce que vous voulez, mais j'avais jamais étudié le droit. Parce que la licence, c'est du droit du travail, c'est toute la réglementation au niveau national et international dans le monde du football. Donc pendant 5 mois, j'ai avalé tout ça, appris tout ça par cœur et j'ai obtenu ma licence. Je suis très fière parce que sur les 400 candidats, il y a eu 18 personnes de reçues cette année-là, une seule femme.
Wow, d'accord. Ah oui, Donc, bel exploit. Voilà. Ouais. Et en fait, à cette époque-là, on n'était que 5% de femmes agents de footballeurs. Et encore aujourd'hui, ce qui me chagrine, c'est que 15 ans plus tard, ça n'a pas bougé. Ah oui, on est toujours 5%. C'est fou, hein? Oui, c'est fou, ouais. Et qu'est-ce qui vous a... Enfin, vous avez développé la carrière plutôt sur le golf persique. C'était plutôt un choix... Oui, parce qu'en fait, alors quand j'ai obtenu ma licence, alors pour moi, je pensais avoir fait le plus difficile, finalement, obtenir cette licence. Mais non, je me suis rendu compte que c'était de loin le plus facile. Donc j'avais ma petite carte qui me présentait en tant qu'agent. Mais quand j'allais démarcher les clubs professionnels, les présidents, les directeurs sportifs, certains me pensaient même que j'étais une caméra cachée. Parce que la seule chose qu'on pouvait trouver sur moi sur Internet à ce moment-là, c'était mon passé de Miss Auvergne. Donc j'étais une femme, j'étais en plus une ex-Miss, autant vous dire que j'étais condamnée dès le début. Impossible pour eux de parler football avec moi. Et donc, encore une fois, mon papa, grâce à lui, il était installé à ce moment-là à Abu Dhabi, dans un beau club de football. Il m'a dit, Sonia, rejoins-moi aux Émirats Arabes Unis, tu as 12 clubs professionnels à ta portée, et je pense que les portes seront ouvertes parce que la France a la cote là-bas, tu vas te présenter comme agent de football française. Et c'est ce que j'ai fait. Et pendant 10 mois, j'ai développé un réseau extraordinaire à Dubaï, à Abu Dhabi. J'ai rencontré les propriétaires de clubs. C'était fou, mais avec mon aplomb, mon culot, il me suffisait de rentrer dans les clubs. Et les princes, les personnes importantes étaient assises en train de regarder l'entraînement des joueurs sur des chaises de jardin, vous savez, en plastique. Ah oui, d'accord. Ils étaient assis là. Donc moi, j'allais à leur rencontre, on m'offrait un thé et je leur parlais, je me présentais et j'ai rencontré tout le monde comme ça. Et ensuite, ce que j'ai fait pour me lancer en France, je me suis dit, je vais devenir une sorte de pont entre les pays du Moyen-Orient et la France. Et c'est comme ça que j'ai signé, par exemple, Guy Lacombe, à l'époque, grand entraîneur français qui avait entraîné le Paris Saint-Germain, Monaco. Je l'ai aidé à trouver un club donc à Al Wassal Dubaï. Et j'ai fait ça avec son agent, parce que les agents de joueurs et d'entraîneurs me mandataient, parce qu'eux, ils n'avaient pas le réseau dans cette zone géographique. Bien sûr. Et c'est comme ça que je me suis lancée, voilà, dans le football. Et en 2014, donc vous êtes à l'origine de la venue de Corinne Diacre au Clermont Foot. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses Oui, on a marqué l'histoire. C'est vrai que ça a été... Alors, les coulisses. C'est un jour, je me suis dit, bon, Sonia, tu es une des rares femmes agents. C'est bien, mais c'est vrai que l'inégalité entre l'homme et la femme dans le monde du sport est trop important. Et toi, à ton échelle, il faut que tu essaies d'aider d'autres femmes compétentes à avoir des responsabilités dans ce monde du football en tant que dirigeante, en tant qu'arbitre, en tant que joueuse, en tant qu'agent et aussi en tant que coach. C'est vrai qu'en 2014, je m'étais dit, mais pourquoi des hommes entraîneraient des femmes? Parce que la plupart des coachs de D1, donc de football féminin, étaient des hommes. Ah oui. Et pourquoi une femme ne pourrait pas entraîner des hommes? Donc ceci dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de convaincre un président, parce que forcément c'est le président qui va décider. Les idées sont bonnes, mais c'est eux qui peuvent concrétiser. Et je me suis dit, il faut que je trouve un président complètement détaché du monde du football, qui va avoir ce recul et qui va pouvoir m'écouter. Alors tout de suite, naturellement, en tant que Clermontoise, je me suis dit, Claude Michy, il est connu, et il revendique d'ailleurs le fait que le football, c'est pas du tout sa passion. Oui, c'est vrai. Et la première chose, donc, je lui ai envoyé Non, j'ai essayé de l'appeler, il me dit non, mais qu'il parlait pas aux agents. Je dis non, mais là, c'est très spécial. Envoyez-moi un mail. J'ai envoyé un mail pour lui expliquer cette idée. Et il m'a rappelé, et cette phrase, je la garderai tout le temps en mémoire. Il m'a dit, votre idée est loin d'être saugrenue. Voyons-nous. D'accord. On s'est vus, et il a commencé la conversation en me disant, je suis un gros macho, mais effectivement, pourquoi une femme ne pourrait pas diriger une équipe professionnelle masculine? Ça me plaît bien. Très bien. Ceci dit, il fallait trouver la femme. Et après, une fois qu'on a dit ça, oui. En 2014, il n'y avait qu'une seule femme qui avait le BEPF, vous savez, le fameux Graal pour pouvoir entraîner une équipe professionnelle masculine. Et cette femme-là était déjà en poste, donc il a fallu trouver une autre femme. Et via notre réseau, avec mes associés, nous avons trouvé Helena Costa, donc portugaise, qui avait quand même un peu d'expérience dans le football masculin. On a organisé la rencontre avec Claude Michy et finalement, ça s'est fait. Alors là, ça a été un tremblement de terre. Médiatiquement, ça a été une bombe médiatique. 130 journalistes venus du monde entier sont venus à la conférence de presse organisée par le Clermont Foot pour officialiser la venue d'Helena Costa. Ça a été vraiment les montagnes russes, parce que comme vous connaissez aussi l'histoire, le premier jour, elle a jamais ne serait-ce qu'entraîné finalement, puisqu'elle a décidé de démissionner. Et ça, à ce moment-là, j'ai voulu vraiment, et même Claude Michy, nous mettre dans un trou, vraiment, nous enterrer vivants. Oui, j'en imagine bien. Mais tellement la honte, ça a été terrible. Et finalement, Claude Michy part faire un tour de vélo pour se vider la tête, je m'en souviendrai toute ma vie. Et moi, je me dis, oh là là,
en voulant défoncer une porte vraiment fermée à 1000 tours, finalement, je vais la fermer encore plus parce que si la seule chose qui va rester de cette nomination exceptionnelle d'une femme qui peut entraîner des hommes, et ben finalement, elle n'a même pas eu le courage, on va dire, d'entraîner, ne serait-ce qu'un entraînement, ça aurait été terrible pour toutes les autres femmes. En voulant ouvrir une voie, je l'aurais fermée à jamais. Et du coup, je me suis dit, il faut remplacer cette femme par une autre femme, absolument. Entre-temps, Corinne Diacre avait obtenu son BEPF. Voilà, c'est ça, ouais. Et elle avait dit aussi dans les médias que elle, ça l'intéresserait d'entraîner des hommes aussi. Et donc Claude Michy revient et il me dit pourquoi pas Corinne Diacre. Oui, j'osais pas vous le dire, mais oui, pourquoi pas Corinne Diacre. Et finalement, on l'a contactée et elle a entraîné, comme vous le savez, 3 ans le Clermont Foot. Elle n'a pas moins bien fait que ses prédécesseurs. Oui, et elle a prouvé qu'une femme pouvait très bien le faire. Ce qui me chagrine encore une fois, c'est que 11 ans plus tard, quelle autre femme, que ce soit en France ou dans le monde, a eu cette opportunité? Aucune. Ouais, dommage. Voilà. En 2023, il y a l'affaire Noël Le Graët. Là, vous êtes l'une des femmes à le mettre en cause. Comment vous avez vécu cet épisode Alors, ça a été très compliqué pour moi parce que, Noël Le Graët, à l'époque de notre rencontre, j'ai 28 ans, ça fait à peine 3 ans que j'ai ma licence, j'ai des idées pour développer le football féminin et je me suis dit, la personne qui peut concrétiser cette idée, c'est le boss du football français. Je raconte tout ça évidemment en détail dans le livre. Oui. Et finalement, donc, il me piège puisqu'il me demande de venir dans son appartement, prétextant la confidentialité, me disant qu'il va me présenter à l'époque Brigitte Henriquez, qui était en charge du développement du football féminin au sein de la fédération. Donc, je lui fais confiance. Je lui fais confiance pourquoi ? Parce que je suis assez grande, j'ai fait de la boxe taille. Noël Le Graët ne me fait pas peur physiquement. Je me dis, voilà. Donc, je me rends dans son appartement et surtout, je ne me doute pas une seule seconde que son intention est autre que professionnelle. Mais vraiment. Parce que j'ai fait mes preuves et à cette époque-là, en plus, je venais de réaliser le premier transfert payant entre 2 clubs français dans le football féminin. Je venais aussi de mettre une coach femme au Clermont Foot. Enfin, j'avais fait mes armes. Pour moi, j'étais plus que compétente et légitime. Donc, je ne me suis même pas posé la question. Arrivée chez lui, il y a 2 coupes de champagne posées sur la table basse de son salon. Et je lui dis que moi, non merci, je restais à l'eau. Je suis concentrée. Il faut absolument que j'arrive à lui vendre cette idée. Et l'idée, elle était simple. C'était d'organiser une photo des 2 équipes de France, masculine et féminine, ensemble. Parce que pour moi, qu'on soit un homme ou une femme, à partir du moment où on porte le même maillot, on représente le même pays. Et aussi utiliser la notoriété des joueurs de l'équipe de France au service des joueuses, parce qu'elles manquaient de notoriété, surtout à ce moment-là. Et donc, ça aurait été une relation gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, je suis concentrée, mon challenge, il faut absolument que j'arrive à le convaincre. Lui, en attendant, il boit. Il boit plusieurs coupes de champagne et il est de plus en plus détendu. Donc, et à un moment donné, je sens que je le saoule. Il me dit de stopper. Il me dit, et là, je me rends compte de son état. J'ai le boss du football français devant moi qui est avec son costume cravate complètement débraillé, avachi sur son canapé, en train de se caresser le bas-ventre. Et là, il me dit, je suis tout à fait à même de concrétiser votre idée. On a besoin de personne, mais il faut qu'on se rapproche. Là, ça a été le choc. L'humiliation suprême, vous savez, la douche froide. Oui, on imagine bien. Je me suis dit, mais tous ces sacrifices, toutes ces années de travail, j'ai étudié, comme toutes ces femmes finalement, parce que j'en parle à beaucoup de femmes venues de tellement de milieux différents, qu'elles soient caissières, assistantes sociales, mannequins, actrices, agents immobiliers, enfin peu importe, on a toutes vécu à un moment ou à un autre ce genre d'humiliation, alors qu'on a étudié pour obtenir des diplômes, travaillé pour acquérir de l'expérience. On mérite d'être juste respecté en tant que professionnel. C'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce que je demandais aussi à Noël Le Graët. Ça ne s'est pas arrêté là. Je suis partie, il ne m'a pas retenue. Et pendant 4 ans, il n'a pas arrêté de m'harceler finalement tout le temps au téléphone, m'inviter à dîner, m'inviter à des matchs. Il a été lourd et pour moi ça a été très épuisant. Vous savez, cette gymnastique, ce numéro d'équilibriste entre il faut pas être trop sympathique parce qu'autrement il va croire que tout est possible et en même temps c'est le boss du football français, président de la Fédération française de football. Je suis agent licencié auprès de la Fédération française de football, donc il a tout pouvoir sur moi et ma carrière, donc et je peux pas non plus l'envoyer chier. Bien sûr, on comprend bien. Oui. C'est très très compliqué. Ouais. Alors Sonia, vous revenez donc sur tout ce parcours dans votre livre Touche pas à mon QI. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, vos motivations ?
Alors déjà, qu'est-ce qui m'a poussée à dénoncer Noël Le Graët? C'est vrai que la naissance de ma fille en 2022 m'a un peu boostée dans le sens où je me suis dit, Sonia, maintenant que tu es installée dans ta carrière, si tu dénonces pas, dans quel monde va vivre ta fille? Est-ce que tu vas pouvoir te regarder dans un miroir? Non, la réponse elle a été très claire. Je me suis dit, il faut absolument... Aujourd'hui, le silence n'est pas une option. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Et c'est ce que j'ai fait et j'en suis fière. Ça a été très douloureux. Évidemment, il y a des conséquences, surtout quand on s'attaque à quelqu'un de très puissant. Mais alors, pour moi, ce n'est pas moi qui ai organisé la chute de Noël Le Graët. Pas du tout. Ça a été une accumulation de... Oui. Et c'est ce que j'explique aussi dans le livre. Moi, je me considère comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Et ensuite, 2 ans plus tard, j'ai eu l'opportunité d'écrire ce livre. C'était vraiment un cheminement pour moi. Je me suis dit, il faut... je sais pertinemment que je suis une pionnière et j'ai des responsabilités. Et pour essayer d'inspirer un maximum de femmes et d'hommes aussi, leur montrer la voie finalement, peu importe la voie qu'on choisit, même si elle est très difficile, même si on n'a pas forcément... On n'a rien au début pour pouvoir réussir, à force d'acharnement, de travail, voilà, on peut y arriver. C'est ça, c'est vraiment un message d'espoir, ce livre. C'est aussi un cri du cœur, un coup de gueule, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour faire bouger les lignes, on est obligé de passer par là. Quels sont les retours qu'on vous fait sur ce livre-là depuis sa publication, les premiers lecteurs? Les premiers lecteurs, vraiment, je suis hyper touchée parce que très positif. Ils me disent que ce livre est poignant, qu'ils ont appris énormément. Déjà, c'est vrai que le métier d'agent, c'est un métier de l'ombre. Donc, oui, c'est pas très connu. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils apprennent beaucoup. Et ce qui me touche encore plus, c'est que j'ai autant de messages de femmes que d'hommes. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui lisent ce livre, qui me disent grâce à vous, ça me donne envie moi aussi de réaliser, j'ai plein d'idées, mais j'ose pas, mais finalement vous avez raison, on n'a rien à perdre, il faut oser, il faut y aller. Donc je suis ravie parce que pour le moment, j'ai obtenu que des retours positifs. Génial. Quels sont vos projets là pour les prochaines semaines? C'est faire connaître ce livre? Est-ce qu'il y a d'autres choses en cours? Oui, alors déjà, j'aimerais vraiment faire connaître ce livre, le défendre bec et ongles, parce que je suis très fière de ce livre. Pour moi, je le considère comme mon 3e enfant. Ah oui. J'ai mis 9 mois à l'écrire et finalement, c'est un véritable accouchement. Pour moi, il y a toutes mes émotions, tous mes souvenirs, toute ma vie dedans. Donc, je veux le promouvoir un maximum. Et aussi, je veux en faire plus qu'un livre. Ah, je me doutais. Voilà. Parce que pour moi, Touche pas à mon cuit mériterait de devenir une association. Parce que moi, je considère que je suis une privilégiée. Je suis bien entourée. Et c'est grâce à ça, grâce à mon entourage, à mes associés, ma famille, que j'ai pu tenir malgré toutes les difficultés. Mais je suis consciente que c'est pas la chance de aussi beaucoup de personnes et notamment de femmes. Elles ne sont pas assez entourées. Et je sais que pour pouvoir dénoncer, il y a tout un suivi aussi psychologique. Il y a des risques de perte d'emploi. Il y a aussi le fait d'avoir la force de porter plainte, de prendre un avocat. Tout ça, ça a un coût. Donc, je pense que, oui, mon objectif en 2025, c'est de créer l'association Touche pas à mon cuit pour aider un maximum de femmes qui ont envie aussi de dénoncer ce genre de comportement. On vous souhaite pleine réussite dans ces actions. C'était vraiment un plaisir de vous avoir à la radio, Sonia Swede. Et puis, on vous dit à bientôt sur Logos FM. À très vite, merci.